Alors, la question que je vais poser aujourd'hui, c'est s'agit-il d'abord d'un dialogue entre parole et musique? Parce que pour qu'il y ait dialogue, il faut identifier les partenaires. Alors, juste un petit rappel, c'est qu'on oublie souvent que la musique, tout comme la parole, et je vais parler plus du chant cette fois-ci, remonte à la préhistoire, bien avant qu'on ne puisse avoir d'ailleurs des traces de ses capacités, est une capacité universelle. On ne trouve pas de société sans musique, tout comme on ne trouve pas une société sans langage. C'est un trait humain aussi. Alors là, j'ai un petit exemple. Peut-être plus tard, si j'aurai le temps, je reviendrai faire une sorte de boucle avec le premier exposé sur le chant du perroquet, parce qu'il ne fait pas que imiter la parole, il peut aussi imiter le chant. Mais tout compte fait, je vais le faire. Je vais vous le présenter. Comment chante un perroquet? Comment il imite? Alors, je vous laisse juger si effectivement vous qualifierez de ce genre de chant de musical ou non. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que aussi le chant, comme la parole, est acquis très tôt et spontanément par le jeune enfant, et que c'est aussi, je vous rappelle, le mode d'expression musicale le plus répandu. Pas besoin d'avoir un entraînement musical pour chanter. Et c'est aussi une autre façon d'utiliser le son de façon très complexe, tout comme dans la parole. Et un rappel aussi que cette activité-là mobilise de nombreuses fonctions comme la perception, le système vocal, la planification, les émotions, la mémoire, l'attention, et j'en passe, tout comme d'ailleurs la parole. Alors, malgré toutes ces dissemblances, ce que je vais essayer de vous convaincre aujourd'hui, c'est que parole et musique sont en fait des systèmes distincts, bien qu'ils aient un parcours parallèle. Et je vais vous illustrer cette distinction à travers le chant. Alors, c'est un peu dangereux, évidemment, de prendre le chant comme illustration. Et ça, c'est le plan aussi de mon exposé. Je vais vous parler de dissociation neuropsychologique, de neuroimagerie, d'interférence et peut-être un peu moins de transfert, puisque Hélène Neville a parlé de cet aspect-là bien en profondeur précédemment. Mais pour illustrer donc ces dissociations ou ces systèmes distincts, je vais me servir du chant. Alors la question c'est que sait-on du chant ordinaire? Alors évidemment, le premier embarras, c'est de lever un préjugé qui est que la plupart des gens chantent faux. Alors si on prétend que le chant ou la musique est aussi naturel que la parole, on a voulu aller évidemment vérifier ce point. Et comment on a fait? Eh bien, on a fait une étude de terrain. C'est-à-dire que j'avais un stagiaire très extraverti à l'époque qui s'est proposé d'aller faire chanter monsieur et madame tout le monde dans les parcs publics. Alors il est parti avec un scénario disant « c'est mon anniversaire aujourd'hui, j'ai fait un pari, je veux avoir un maximum d'enregistrements ». Et il est parti avec la chanson québécoise qu'on chante pour les anniversaires. Alors je vous fais entendre Gilles Vigneault qui chante, c'est la chanson Jean du pays, mais qui va la chanter pour Michel, c'est le nom de cette stagiaire qui a pris les données dans les parcs publics. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Alors, cette chanson, elle est connue par tout le monde au Québec. Et évidemment, elle était adressée à Michel, qui est son prénom. Alors, on a analysé ces enregistrements, on en a eu 100 dans les parcs publics, on a évidemment vérifié dans le laboratoire aussi. Et ce qu'on constate, c'est finalement ce qu'on constate pour toute habileté. Ça, ce sont les jugements des pairs, donc des gens qui n'avaient pas participé à l'étude. Et ce qu'on constate, c'est une distribution normale, avec évidemment des gens qui chantent moins bien, des gens qui chantent mieux, et que ce soit dans le laboratoire ou dans les parcs publics. Alors, je vous fais entendre qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui chante pas bien. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Quelqu'un qui chante bien?
Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Alors vous avez peut-être tout de suite réalisé une grosse différence entre ces deux chants, à part le fait que la première fait beaucoup d'erreurs de hauteur, d'intervalle, c'est que l'une chante très vite et l'autre chante beaucoup plus lentement. Et c'est ce qu'on avait constaté. En fait, on a analysé acoustiquement, syllabe par syllabe, tous ces chants. Et ce qu'on peut déjà voir ici, qui est important, c'est que la plupart des erreurs se fait au niveau de la mélodie, donc des intervalles, plutôt que dans le temps. En fait, dans le temps, les gens respectent bien le rythme de la chanson. Mais ce qu'on a constaté, c'est une corrélation entre la vitesse, c'est-à-dire que quand on chante beaucoup plus vite, on fait plus d'erreurs que quand on chante lentement. Et ici, vous avez les musiciens professionnels et Gilles Vigneault. Donc, vous voyez que les musiciens professionnels et Gilles Vigneault vont chanter plus lentement que certains qui vont faire plus d'erreurs. Donc, on a voulu vérifier est-ce qu'ils voulaient s'en débarrasser très rapidement, donc ils chantent très très vite, ils s'en débarrassent parce qu'ils savent qu'ils chantent pas trop bien, ou si on les ralentit, ils vont arriver à chanter aussi bien que les musiciens professionnels. Et la réponse est oui. Quand on les ralentit, ils font très très peu d'erreurs. C'est-à-dire que ça, c'est le chant spontané. Ils font en moyenne 3 à 4 erreurs d'erreurs de pitch, donc sur le niveau de la hauteur. Quand on les ralentit au tempo de 120 par minute, qui est celui des chanteurs, et à ce moment-là, ils font très très peu d'erreurs. Mais, alors je vous fais entendre un exemple de personne tout à fait normale. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te... Pardon. Et de ceux qui, même si quand on les ralentit, continuent à faire des erreurs. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Michel, c'est à ton tour. Enfin, il y a pire. Donc je vous réserve des meilleurs exemples plus tard. Alors, bon, l'idée vraiment ici, c'est que oui, chanter, c'est l'affaire de tous, que les non-musiciens qui chantent au même tempo, donc ralenti, que les professionnels chantent aussi juste, que la justesse est liée, comme on le pense, plutôt à la mélodie qu'au rythme, et que la majorité donc chante juste. Il y a bien sûr un 10 à 15% de la population qui chante faux, et donc on peut qualifier de tone deaf. Mais vous allez peut-être me dire, oui, mais enfin, chanter, c'est finalement parler d'une autre façon. Et il y a une idée qui est que vraiment la mélodie, la musique sert, si vous voulez, la mémoire des paroles, sert la parole. Et je vais vous présenter brièvement les résultats de 2 études qui se sont intéressées à cet aspect de musique qui est au service de la parole. Alors d'abord, on s'est intéressé aux étudiants universitaires, c'est comment ils vont apprendre une chanson, qui est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental, par imitation vocale. Et on a dû adapter l'apprentissage. On a vite réalisé que les gens avaient des habiletés très différentes au départ pour apprendre une chanson. Donc on a adapté le nombre de lignes ou de vers à apprendre. Donc on présente une première, ils doivent répéter. On présente les 2 premiers vers, ils doivent répéter les 2 premiers vers. On présente les 3 et 4e suivants, ils les répètent. Et puis ils doivent rappeler la strophe. S'ils font moins de 80% de réponses correctes, on arrête, parce qu'on va pouvoir évidemment étudier les erreurs. Sinon, on continue, et ainsi de suite pour 8 vers de suite. Et on a évidemment testé ça dans différentes conditions. Je ne vais pas vous passer toutes les conditions ici. Je vais juste vous présenter qu'est-ce que veut dire. On les a testés évidemment dans la condition où on présente chanter, ils doivent rappeler en chantant. Ils doivent aussi rappeler en récitant et sur la. Alors voilà ce que ça donne quand le type de chanson qu'ils ont dû apprendre. Dans cette petite boîte vide, avec un ruban de velours,
Ça, ce sont les 2 premiers vers que vous avez vus tout à l'heure. Et on a une condition contrôle où on présente la musique séparément des paroles. Dans cette petite boîte vide, avec un ruban de velours. Alors tout de suite, vous avez pu vous rendre compte que la parole va beaucoup plus vite que le chant. Donc il y a normalement un avantage du chant qui va beaucoup plus lentement pour pouvoir mieux mémoriser. Et pourtant, qu'est-ce qu'on observe? C'est que la musique nuit au rappel des paroles, c'est-à-dire que ce qu'on obtient comme performance, c'est-à-dire que quand ils doivent rappeler avec les mots, ils font moins bien que quand ils doivent le réciter ou qu'ils l'ont entendu quand c'était divisé. Et la même chose pour la partie mélodique. Donc le chant, vraiment, c'est une tâche double. Il s'agit d'encoder à la fois la mélodie et le texte. Il était intéressant aussi de noter que les musiciens ne faisaient pas mieux. Et ce n'est pas parce qu'ils retenaient plus de lignes. En fait, quand on analyse la performance pour les 4 vers ou 6 ou 8, ce qu'on se rend compte, les couleurs n'apparaissent pas, c'est que les non-musiciens sont ici en rouge et les chanteurs professionnels sont ici. Bizarrement, les couleurs n'apparaissent pas. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'il y avait autant de non-musiciens qui arrivaient à rappeler 8 vers que professionnels. Donc c'est vraiment l'apprentissage d'une chanson par imitation vocale, c'est vraiment une habileté de base qui est partagée par musiciens et non-musiciens. Et l'autre point évidemment important, c'est qu'il s'agit d'une tâche double. Maintenant, je vais me pencher un peu sur les dissociations neuropsychologiques, en abordant un autre aspect qui est très connu, qui est un enseignement classique de la neurologie, c'est qu'un patient aphasique va pouvoir récupérer la parole plus facilement s'il chante que s'il parle. Alors, nous avions déjà étudié cette condition dans différents contextes. Ici, c'est un patient qui a un bégaiement de type neurologique. Frère Jacques, enseignez-moi ça. Qu'avez-vous, fini. Très bien, ok. Et bon, évidemment, on analyse tout ça en chiffres, mais vous avez pu constater qu'il chantait l'air correctement, mais que c'était très difficile de comprendre les paroles. Alors, on a étudié ça dans un groupe d'aphasiques qui avaient des problèmes d'expression du langage à différents niveaux, et on les a fait chanter et les chansons familières et apprendre les nouvelles chansons. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Même chose. Les problèmes qu'ils ont dans le chant sont identiques, sont de même nature que les difficultés qu'ils vont avoir dans la parole. Et en plus, ils ne montrent pas davantage de la performance chantée par rapport à parler. Par contre, et je pense que le point est important, il y a une seule condition à travers toutes les expériences qu'on a faites, et on en a fait beaucoup, et on a fait plusieurs études, c'est quand ils doivent chanter en chœur. Alors je vous fais entendre qu'est-ce que ça veut dire. Ici, vous avez un patient aphasique qui va chanter en même temps qu'il entend enfin, c'est pas l'expérimentateur, c'est la voix préenregistrée. Il est en moi, tu payes là. Notez le bonheur qui est assez évident à chanter en chœur. Et là, il fait la même chose, mais cette fois-ci avec la parole récitée. La la la. Des pipis, des mots, d'air amitié. Et quand vous chiffrez les types d'erreurs, il y a le même type d'erreur que quand il parle avec quelqu'un d'autre, alors que quand il chante, ça s'améliore. Donc il y a une condition spéciale reliée au chant qui est en chœur. Alors en résumé pour ces études-ci, ce que j'ai voulu vous illustrer très brièvement, bien sûr, par voie d'illustration, c'est qu'il y a une voix unique aux paroles, qu'elles soient chantées ou parlées, et que le chant est une double tâche. Alors aussi, ce que je veux rappeler, c'est que la musique ne sert pas, si vous voulez, la parole, n'est d'aucune utilité dans ce sens-là, bien sûr, pour la parole, mais sauf s'il y a possibilité de synchronisation et de plaisir associé, parce qu'il faut bien souligner que le chant choral, en fait, est une sorte d'euphorisant.
Alors vous allez penser que jusqu'ici, bon, mais la musique, le chant, c'est beaucoup plus simple que finalement la parole, comme je l'ai illustré chez les aphasiques aussi, c'est peut-être une activité beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe que le chant, qui pourrait être plus primitif. Alors ce que je vais vous illustrer maintenant, c'est les dissociations inverses. C'est que chanter n'est pas si simple, même si c'est naturel, et qu'on peut trouver donc des dissociations ou des personnes qui ont la parole, mais qui n'ont pas l'air. Alors, les premiers constats, on les a faits avec des patients amusiques suite à des lésions cérébrales. Alors, je vous fais entendre cette patiente qui pense chanter en face de la caméra, mais comme vous allez bien voir, elle ne chante pas, elle parle. Mon beau sapin, roi de nos forêts, mon beau sapin, roi de nos... Alors, ce qui est important, c'est que sa main ne chante pas plus. On pourra toujours en discuter, on a testé ça. Ce qui est très important aussi, c'est qu'elle ne l'entend pas. Elle était absolument convaincue qu'elle avait chanté face à la caméra. Et voilà ce qu'elle fait aussi pour Mon cher Michel, juste pour vous donner une idée que quelle que soit la chanson, finalement, elle va le faire ce même. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser partir d'amour. Mon cher Michel, etc. Donc, vous voyez, elle va parler plutôt que de chanter. Mais ici, c'est vraiment un cas drastique où il y a parole, mais il n'y a absolument pas de chant. Mais en fait, vous pouvez observer le chant dans différentes conditions et je voudrais les illustrer quelque peu parce que ce sont vraiment des cas très clairs où la parole est présente et la musique est déficiente. Alors ceci, c'est un cas que nous appelons en musique congénitale, en anglais c'est tone deafness, qui n'est pas relié à une lésion cérébrale, qui est un trouble acquis ou qu'on appelle développemental, qui est, si vous voulez, l'équivalent de ce qu'on appelle le Specific Language Impairment, mais qui, dans ce cas-ci, touche la musique. Je ne vais pas parler, malheureusement, cette fois-ci, de cette condition, qui est un de mes dada aussi, mais c'est une affection neurogénétique aussi. On sait qu'il y a des anomalies, mais de type, évidemment, très léger et... mais sur lequel je ne m'attarderai pas ici. Je voudrais juste illustrer comment chantent ces personnes-là. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Alors ça, c'est de mémoire, puisque c'est une chanson très connue, mais évidemment, on va le tester après modèle. Est-ce que quand on lui présente un modèle en imitation vocale, qui se rapproche un peu de la situation utilisée avec les oiseaux, qu'est-ce qu'il fait? Alors vous allez entendre le modèle d'abord, qui est un étudiant de laboratoire, pas du tout chanteur professionnel comme vous allez pouvoir l'entendre, mais qui chante. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais il fait des erreurs de contour, c'est-à-dire que quand la voix descend, lui monte. Ça, ce sont des erreurs typiques de chant à musique. C'est rarissime de rencontrer ça chez monsieur et madame tout le monde. Les erreurs qui vont être faites, c'est plus d'exactitude d'intervalle. Et quand il le fait en même temps que le modèle, il va s'améliorer, mais vous allez voir, ce n'est pas encore ça. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Alors on souffre un peu. Ce que vous avez ici, c'est les résultats typiques de la musique, c'est-à-dire que par rapport à des contrôles, ils font très peu, comme je vous disais, ils ne font pas d'erreur de contour et sur 32 intervalles, ils vont en faire en moyenne 3-4 types d'erreurs par un demi-temps. Mais ici, vous avez les données représentées par
Irénée. Donc, quand il est après modèle, il fait plus d'erreurs que quand il se synchronise il essaye de se synchroniser sur le modèle, mais il n'empêche qu'il est loin au-dessus des contrôles, c'est-à-dire qu'il continue à faire des erreurs de type contour et intervalle qu'on interprète en fonction de problèmes perceptifs, en fait, dans ce cas-ci. Alors, on pense que peut-être que si on l'avait entraîné un peu plus, qu'il pourrait l'acquérir, mais en fait, je voudrais vous montrer que non, ce n'est pas une question de pratique, ça se rencontre même chez des musiciens professionnels. Alors, je vous illustre de nouveau le cas de Jonathan, qui est un musicien qui possède l'oreille absolue et qui pourtant chante faux. Alors, je vous fais entendre comment il chante, mon cher Michel. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Alors, ça, c'est quand on analyse acoustiquement sa performance. Et ce que vous pouvez voir, c'est que d'abord qu'il chante au bon tempo. Ce n'est pas une question de tempo, il est à la bonne vitesse, il est au tempo de chanteur professionnel, mais il fait un nombre d'erreurs, y compris de contours de nouveau. 15 erreurs de contour, 25 erreurs, donc ça veut dire presque tous les intervalles sont faux. Alors, pour vous rassurer, ce n'est pas qu'il n'est pas musicien et qu'il n'est pas capable de chanter. Alors là, je vous fais entendre autre chose. Je vous fais entendre Bonne Fête, je pense. D'abord, où il va lire la partition, mais avec les paroles, et ensuite, il va lire en solfiant la même partition. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Toujours out, hein? Mais maintenant, vous allez voir. Do, do, ré, do, fa, mi. Do, do, ré, do, sol, fa. Do, do, la, fa, mi, ré, si, la, fa, sol, fa. Je suis certaine que j'aurai des questions, mais je suis désolée, pour l'instant, je vous fais faire un survol de qu'est-ce qu'on peut rencontrer en neuropsychologie. Alors, en résumé, qu'est-ce que la neuropsychologie nous montre? C'est qu'il y a une double dissociation entre musique et parole dans le chant. Bien sûr, je parle de la faculté en général, et chacune, évidemment, est composée de plusieurs composantes sur lesquelles on pourra s'attarder plus tard, et que ce n'est pas dû, que ces dissociations-là ne sont pas dues à une différence de pratique ou de difficulté. Et donc, mon point, c'est vraiment que musique et parole sont distinctes dans le chant. Je vais passer à la neuroimagerie, parce que certains d'entre vous ont sûrement vu des titres accrocheurs de ce type-ci. Musical syntax is processed in broadcast area. Backspeak, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'articles, de publications sur l'idée que la musique venait rechercher les mêmes aires cérébrales que le langage. Et ces données-là venaient surtout de la neuroimagerie. Alors, il y a aussi des études qui se sont déjà qui ont étudié le chant. Et quand vous analysez toutes ces études-là, en fait, ce que vous trouvez, c'est bien sûr qu'il y a des aires partagées entre langage et musique, mais ce qu'on observe beaucoup, c'est que le chant est supérieur à la parole au niveau, évidemment, de l'hémisphère droit, mais aussi gauche. Si on compare chant et fredonnement, on voit aussi une plus grande activation des deux côtés du cerveau et moins pour la parole. Alors, ma façon d'interpréter, évidemment, va dans le même sens de ce que je vous ai présenté au préalable, c'est que le chant va vous impliquer, évidemment, deux circuits, probablement en parallèle, et que ça explique ces différences de traitement et d'activation qu'on peut observer en neuroimagerie. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'il y a déjà eu une étude sur le chant synchronisé qui vient du Japon. Et qu'est-ce qu'il nous montre? C'est que chant de nouveau, la même chose, c'est de nouveau chant par rapport à la parole va impliquer des airs spécifiques, mais que finalement le chant va impliquer cet envers, mais la synchronisation avec un modèle préenregistré va impliquer plus les airs de type réceptif.
Je pense qu'on est juste encore au balbutiement, mais c'est de nouveau pour vous illustrer combien il y a des airs spécifiques qui sont dédiés au chant et que probablement c'est relié à ces deux circuits. Donc, la neuroimagerie, non, ne nous montre pas une superposition complète. Il y a quelque chose comme 7 études, et sur les 7 études, elles montrent toutes des activations spécifiques au chant qui ne se retrouvent pas dans la parole. Quant à savoir exactement quelles sont les aires cérébrales qui sont impliquées, je pense qu'il est encore trop tôt pour le dire. Ce que je veux juste rappeler, ce sont des tâches complexes et donc évidemment il faut s'attendre à ce qu'il y ait un grand partage de capacités et donc d'aires cérébrales associées. Et de nouveau, comme l'a soulevé Hélène dans sa présentation, ce sont des études corrélationnelles. Donc tout ce qui est études de neuroimagerie, à la différence d'études de neuropsychologie, ne permettent pas d'inférer sur la cause à l'effet, puisqu'il s'agit d'une corrélation entre les mesures qu'on va prendre au niveau du cerveau et les tâches qu'on suppose que le sujet fait. De plus, une résolution peut-être plus élevée va nous permettre peut-être aussi de distinguer des aires particulières. Donc ça, c'était pour les études en bref de neuroimagerie. J'aimerais parler aussi... bon, ça je vous ai dit. J'aimerais aussi parler d'un autre type de paradigme ou de type de données qui sont utilisées pour tester l'idée que ce sont deux systèmes distincts. C'est les paradigmes dits d'interférence. Alors, pour ceux qui croient que vraiment musique et paroles sont complètement distincts, c'est-à-dire qu'ils ne se parlent absolument pas, il n'y a aucun dialogue, on peut s'étonner qu'on puisse trouver des interactions, comme celles que je vous ai montrées au début. C'est-à-dire que quand je vous ai montré que le chant nuisait à l'apprentissage d'un texte, par exemple, parce qu'il s'agit d'une tâche double. Donc là, déjà, il y a un coût entre ces deux systèmes. J'ai aussi montré que le chant choral pouvait avoir un bénéfice pour la récupération de la parole, de l'aphasique. Et ici, on montre un bénéfice. Donc, il y a effectivement interaction entre les deux systèmes. Il ne s'agit pas de deux systèmes qui travaillent en parallèle et qui ne s'écoutent pas. Il y a des interactions, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas distincts. Et il y a des arguments pour, avec d'autres types de paradigmes d'interférence qui sont, si vous voulez, des lésions artificielles ou virtuelles qu'on peut faire par stimulation magnétique transcrânienne. Il s'agit donc de stimuler sur la boîte crânienne et qui va venir perturber des circuits neuronaux ciblés. Et dans ce cas-ci, si vous le mettez sur les régions de Broca ou de celles qui sont reliées à la parole, vous pourrez interférer avec la parole, mais pas le chant. Ça a été constaté plusieurs fois. Et plus récemment, on a montré aussi dans un autre type de paradigme où cette fois-ci, on mesure l'excitabilité des réponses motrices suivant la stimulation, que si vous parlez, votre réponse va être beaucoup plus importante du côté de l'hémisphère gauche, donc de la main droite, et vice-versa pour le chant. Donc tous ces types de données vont dans le même sens, c'est qu'il s'agit vraiment de circuits qui fonctionnent en parallèle, peut-être avec une base hémisphérique différente. Alors j'avais une étude, on était en train de faire une étude de ce type-là de stimulation magnétique transcrânienne que, bon, si on a le temps, je pourrais vous présenter, mais là je saute cette présentation-là. Pour arriver donc au dernier point qui est l'aspect de transfert. Qu'est-ce qu'on appelle par transfert? C'est exactement ce que Hélène a présenté au préalable, c'est de prendre... Il y a énormément de littérature là-dessus, qu'est-ce qu'on montre? C'est que les musiciens sont supérieurs dans tout. Hein? Alors la leçon, évidemment, c'est faites de la musique, ça vous rendra plus intelligent, avec tous les problèmes que ça pose de questions d'interprétation. C'est-à-dire, à quoi c'est dû? Puisque, de nouveau, ce sont des corrélations. Alors, ça m'a fait bien plaisir de voir que Hélène allait dans cette voie qui est que ce sont des processus très généraux qui semblent intervenir. Donc, et il ne faut pas non plus oublier que tout l'aspect génétique peut être très important. Et de nouveau, Hélène nous a montré un autre aspect de la génétique, mais peut-être que aussi n'importe qui ne devient pas musicien, qu'il y a aussi tout un aspect génétique qui permet effectivement de faire des cours en parallèle, à la fois le cursus habituel et musical. Et la nécessité d'études longitudinales, exactement le type d'exemple que vous avez eu avant la pause. Alors,
J'aimerais parler de... Bon, maintenant, je vous ai parlé de divorce entre musique et langage. Je vous ai dit aussi que le divorce n'était pas total, parce qu'il y avait des dialogues. Alors, je pense que maintenant, on peut commencer à se poser les questions de quel type de dialogue il faut étudier. Alors, je pense que ce qui est vraiment crucial dans l'avenir, c'est de mieux comprendre la nature des interactions entre ces deux vastes systèmes, bien sûr, analyser les coûts et les bénéfices, étudier mieux aussi le rôle des émotions. Comme je vous le mentionnais très brièvement, le chant et la musique en général est une activité qui suscite énormément de plaisir, sans doute plus que de parler. Il y a tout l'aspect de développement qui est très très peu étudié dans le chant en tout cas, en perception beaucoup plus. Et je pense qu'il est temps aussi de penser à d'autres systèmes, comme on parlait pour la parole, le langage des gestes, mais quand il s'agit de comportement plus musical, il y a évidemment tout l'aspect de la danse, sur lequel évidemment on se penche actuellement aussi dans Brahms à Montréal. Alors je vous remercie de votre attention.